nous avons invité 3 intervenants. Christelle Richard, qui nous fera un tableau du sujet en tant que professeur à l'ESSEC, membre du conseil du collège des normes comptables et membre de l'IASB, du conseil de l'IASB. Julia Maris, que vous connaissez, qui est donc vice-présidente ESG d'Engie, et Tegwen Lebern, qui va nous parler des financeurs, qui sont des grands consommateurs de chiffres et de normes, et qui est aussi l'ancien membre de l'EFRAG, instance qui conseillait l'Europe en matière de réglementation. Donc voilà, dans un premier temps, nous allons avoir un débat en plusieurs temps. Dans le premier temps, à peu près une demi-heure, chacun des intervenants fera un exposé rapide. Je discuterai avec eux pour approfondir quelques questions. Et dans le deuxième temps, nous aurons un dialogue avec la salle. Notre expérience montre qu'elle est très riche parce que, bien sûr, vous poserez des questions absolument géniales qui mettront en valeur les réponses des participants. Merci. Christelle Richard. Merci beaucoup, Michel Berry, et je vous remercie vivement de m'avoir invité à participer à ce débat. Et je suis très heureuse de partager cet après-midi avec Julia Maris et Tegwen Lebert. Je souhaitais aussi dire que je m'exprimais aujourd'hui à mon nom personnel et que je n'engage ni l'autorité des normes comptables, ni l'International Auditing and Assurance Standards Board. Alors, mon travail en introduction est de cadrer le sujet et d'expliquer ce qu'est la CSRD et quelles sont ses implications. Alors la CSRD, vous le savez, c'est l'acronyme anglais d'une directive adoptée en 2022 par l'Union européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Donc pour les premières entreprises qui sont soumises, cette directive a été transposée en droit français en décembre 2023. Et donc, elle est applicable depuis le 1er janvier 2024. L'objectif, il est simple, c'est d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et d'améliorer la disponibilité et la qualité des informations de durabilité. On parle souvent et de plus en plus d'informations ESG pour Environment, Social and Governance, qui veut dire en bon français environnement, social et sociétal et gouvernance. Donc, le dessein de l'Union européenne en la matière, et c'est un dessein auquel on peut tous adhérer, c'est d'éviter le greenwashing. D'éviter le greenwashing, c'est-à-dire de faire en sorte d'éviter que certaines entreprises ne se fassent pas plus belles qu'elles ne le soient, et puis de faire en sorte qu'elles communiquent avec transparence sur la manière dont elles inscrivent durablement leurs activités dans leurs écosystèmes respectifs, et puis qu'elles expliquent aussi comment elles agissent en matière de transition écologique. Autrement dit, que les entreprises prennent leurs responsabilités et qu'elles en rendent compte. Alors, le premier point sur la CSRD, c'est que ce n'est pas nouveau. En fait, la CSRD s'inscrit dans une longue histoire du reporting extra-financier avec la loi NRE en 2001, la loi Grenelle 2 en 2010, et puis la transposition de la précédente directive européenne, la NFRD, pour non-financial, donc reporting extra-financier, directive qui avait été adoptée en 2014 et qui a conduit en France à publier les fameuses déclarations de performance extra-financière pour un certain nombre de grandes entreprises depuis 2017. Ce n'est donc pas nouveau, en tout cas pour un certain nombre de grandes entreprises françaises, que de devoir rendre compte en matière de durabilité. Alors pourquoi autant de bruit? Pourquoi autant de controverses? Eh bien parce que l'approche européenne avec la CSRD, elle est ambitieuse, elle peut être considérée comme audacieuse, et moi je dirais courageuse. Elle implique en effet, comme le disait Michel Berry, de prendre en compte 2 types de matérialité. La matérialité financière à laquelle s'ajoute la matérialité d'impact. Donc il s'agit de rendre compte des conséquences du changement climatique sur le modèle d'affaires de l'entreprise, mais aussi des effets matériels de son activité sur son environnement. Donc on a une double ambition, c'est permettre aux entreprises d'adapter leur modèle d'affaires, c'est la matérialité financière, tout en les incitant à réduire leur impact, c'est la matérialité d'impact. Donc la CSRD est soucieuse en fait non seulement de la profitabilité, de la viabilité financière de l'entreprise, mais aussi des limites planétaires, et c'est en cela qu'on parle de double matérialité pour rendre compte d'une performance globale et durable de l'entreprise. Cela fait aussi beaucoup de bruit parce que le nombre d'entreprises concernées par la CSRD est beaucoup plus important que celui qui devait appliquer la précédente directive. Aujourd'hui, il y a environ 11 700 entreprises européennes qui doivent publier un reporting extra-financier. Avec la CSRD, 50 000 entreprises européennes seront concernées à terme.
En fait, l'application de la directive doit s'effectuer en 3 temps. Donc, on a une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 avec un premier reporting en 2025, donc dans quelques mois, pour les entreprises qui appliquent déjà la DPEF, donc qui répondent à 2 des 3 critères, plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions de total de bilan. Un an plus tard, donc 1er janvier 2025, avec un premier reporting en 2026, toutes les entreprises qui auront plus de 250 salariés devront également établir un reporting de durabilité. Et puis, encore un an plus tard, 1er janvier 2026, avec un reporting en 2027, ce seront les PME cotées, même il a été récemment décidé qu'il y avait une possibilité de report jusqu'à 2028, voire 2030. Alors, le think tank Terra Nova a noté dans une étude qu'il a publiée en mai dernier que le nombre d'entreprises concernées, à terme, devrait être aux alentours de 6 000. Mais ce qui est très intéressant dans la CSRD et qui fait que ça fait du bruit au-delà des frontières européennes, c'est que pour la première fois en la matière, l'Union européenne a mis en place un principe d'extraterritorialité. Donc ça veut dire que les entreprises non européennes qui opèrent sur un marché européen, qui détiennent une succursale ou une filiale, seront soumises, alors sous certaines conditions, critères, aux dispositions de la CSRD. Elles seront obligées d'avoir le même reporting de durabilité. Un think tank américain qui s'appelle le Conference Board estime qu'il y aura normalement 3000 sociétés américaines qui sont concernées par la CSRD. Et pour ceux d'entre vous qui voyagent, eh bien, vous vous rendrez compte que dans beaucoup de parties du monde, on parle CSRD et on parle ESRS. Parce que les ESRS, c'est mon troisième et dernier point, c'est aussi pour cela que ça fait beaucoup de bruit. En fait, la CSRD est accompagnée, contrairement aux réglementations précédentes, de règles, de normes d'information en matière de durabilité, les fameuses European Sustainability Reporting Standards. Ces normes ESRS sont considérées comme indispensables pour qu'en fait, l'information qui soit communiquée dans les reportings des entreprises soit fiable et comparable. Actuellement, elles sont au nombre de 12. On a 2 normes transversales, 5 normes sur l'environnement, donc changement climatique, pollution, eau et ressources marines, biodiversité, écosystème, ressources et économie circulaire. 4 sur le social, les employés, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées, les consommateurs et utilisateurs finaux. 1 sur la gouvernance. Sont également attendues 2 normes pour les PME, une pour les PME cotées, qui auront l'obligation d'appliquer la CSRD, et une pour les PME qui auraient une démarche volontaire en la matière. Et puis, nous allons bientôt travailler sur des normes sectorielles. Les 4 premières porteront sur des secteurs dits à haut impact, à savoir pétrole et gaz, mines, carrières et charbon, transport routier, textile, accessoires, joaillerie et chaussures. Et là, je souhaiterais souligner le fait que l'information de durabilité, en fait, elle est très différente de ce que nous, on connaissait en matière financière, très différente de l'information dite comptable. Pourquoi ? Déjà, les 12 ESRS actuellement en vigueur développent ce qu'on appelle des data points, c'est-à-dire des points de données, des informations remontées. Si on prend l'ensemble des 12 ESRS, cela fait 1178 data points. 1178 points de données qui peuvent être des indicateurs chiffrés, des narratifs, c'est-à-dire des informations qualitatives, ou des semi-narratifs qui prennent en compte les deux. Ces points de données, en fait, reposent sur une information avec une forte granularité qui est difficile à agréger. Vous ne pouvez pas agréger le fait qu'il peut y avoir une pollution sur un de vos sites en Catalogne avec le fait que, par contre, en Bavière, le site est plus correctement géré. Donc, il y a cette question de granularité qui ne permet pas une agrégation telle que nous, on la connaît, je dirais, dans le monde comptable. C'est aussi une information qui est complètement détachée du principe de la partie double. Adieu le débit-crédit. On remonte des informations qui sont indépendantes les unes des autres. Et puis, évidemment, vous le savez, il y a des unités de mesure multiples, monétaires, physiques, et donc un poids non négligeable du narratif. Autre point important, ces informations ont aussi une forte portée prospective. Elles vont beaucoup reposer sur des hypothèses, des scénarios, de nombreuses estimations. Et donc, il va aussi falloir travailler avec cette part d'incertitude. Enfin, et c'est aussi pour cela que ça fait beaucoup de bruit, et notamment en Allemagne d'ailleurs, ces points de données devront par ailleurs
non seulement couvrir le périmètre du groupe, celui que l'on connaît comptablement, mais aussi la chaîne de valeur de l'entreprise, sa chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs, les sous-traitants, à partir du moment où l'enjeu qui est étudié est considéré comme matériel, c'est-à-dire d'importance avérée. Donc, les entreprises se retrouvent face à deux défis. D'une part, devoir mener une analyse de matérialité, c'est-à-dire d'identifier quels sont les enjeux de matérialité pour son modèle d'affaires et quels sont dès lors les points de données à remonter, à communiquer. Et puis, d'autre part, il faut le reconnaître, un grand volume d'informations inédites à collecter et à organiser. Enfin, il est à noter que cette information devra être auditée dans le cadre d'une assurance limitée dans un premier temps, puis une assurance raisonnable à partir de 2028. Alors, je souhaiterais terminer mon propos introductif avec les trois questions que tout le monde se pose actuellement et auxquelles je n'ai qu'un début de réponse et il va falloir attendre quelques mois pour avoir des réponses consolidées. Première question, concrètement, combien de données devront être collectées par une entreprise ? Je vous ai parlé de ces fameux 1178 data points. Alors, aujourd'hui, ce qui m'est rapporté, mais qui demande évidemment d'être confirmé par une étude systématique des premiers rapports de durabilité en 2025, il semble que l'analyse de matérialité, qui permet d'identifier les enjeux de matérialité pour chacune des entreprises, demande finalement aux grandes entreprises de collecter aux alentours de 300 à 400 points de données. Donc on est sur une échelle de 300 à 400 points de données à confirmer, mais on est loin des 1200, même si ça reste important. Deuxième question, combien cela va coûter ? Combien cela va ça coûter ? Évidemment, c'est la question qui anime beaucoup des discussions. Alors, le chiffrage commandité par l'EFRAG en 2022, à l'appui de sa proposition à la Commission, et qui est repris par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2024, considérait que les coûts moyens par entreprise résultant de la préparation de la directive CSRD pourraient évoluer entre 40 000 et 320 000 euros, et que les coûts moyens annuels d'audit pourraient s'élever entre 67 000 et 540 000 euros. Alors, à nouveau, sous réserve d'une étude systématique, j'espère qu'elle pourra être menée à partir de 2025 auprès des grandes entreprises européennes, il semblerait, selon les discussions que nous pouvons avoir, que ces coûts soient quand même sous-estimés. Enfin, troisième question, les entreprises sont-elles prêtes ? Et les investisseurs, comme les créanciers financiers, sont-ils intéressés par ce reporting ? Alors, je reprendrai une expression qui a été employée par la journaliste Silvia Pavoni en 2020 dans un article du Financial Times. Cette expression, c'est la Sustainability Reporting Fatigue. C'est-à-dire le fait, la lassitude éprouvée par les préparateurs, le sentiment de désarroi des managers qui doivent remonter une quantité considérable de données, souvent difficiles à obtenir, alors que les investisseurs s'interrogent quant à la manière d'interpréter au mieux des masses de données parfois contradictoires et très variées. Pour autant, à titre personnel, je suis convaincue que les entreprises seront prêtes et que les investisseurs travailleront avec les données qui leur seront proposées. Merci beaucoup. Merci. Comment Engie prend en charge ces 1178 data points qui, pour l'instant, se réduisent à 300, donc la corvée un petit peu réduite, et quel enjeu elle voit autour de cette CSRD. Oui, merci beaucoup Michel et ravie de m'exprimer devant vous tous. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde sur ce sujet. Donc, et on m'a dit que ce n'était pas seulement le buffet qui avait motivé la venue de chacun d'entre vous. Je me propose de partager avec vous, on est en plein dedans, donc je vais partager avec vous la manière dont on essaie de conduire cette mise en œuvre de la CSRD. Et ce n'est pas si simple. Et j'aime bien le titre de notre réunion. Est-ce que c'est une opportunité ou une corvée ? Le mot corvée est peut-être un peu fort, mais au Moyen-Âge, la corvée, c'est ce que le serf fait gratuitement au profit du seigneur en échange de la mise à disposition et de l'entretien de la terre. C'est un peu l'idée, on demande quelque chose individuellement parce qu'il y a un destin collectif. Alors le mot corvée est dur. Est-ce que c'est une contrainte ? D'abord, les contraintes, les contraintes peuvent être positives. Ce n'est pas parce qu'on utilise le mot contrainte que c'est négatif, mais c'est quand même une contrainte. Je vous donne quelques contraintes. Vous devez trier vos déchets, parce que c'est bon pour l'environnement. En tout cas, c'est moins mauvais. On interdit de fumer dans les lieux publics, parce que pour la santé publique, c'est meilleur. On vous interdit de rouler à 400 km/h sur l'autoroute, pour la sécurité des autres. Donc, mettre des contraintes, c'est aussi partir du principe que l'action individuelle doit être encadrée
parce qu'on a une vision qui nous transcende à l'échelle individuelle, qui transcende les entreprises, une vision de la durabilité, de quelque chose qu'on doit promouvoir, qui va aller au-delà de nos intérêts et de notre confort particulier pour nous emmener vers un destin collectif supérieur. Et de ce point de vue-là, oui, la CSRD, c'est une contrainte, parce qu'elle porte une vision, évidemment, qui nous transcende, mais elle impose des demandes massives, aussi bien quantitatives que qualitatives, aux entreprises qui y sont soumises. C'est une réalité. Alors, peut-être partager avec vous comment ça fonctionne. Nous, l'acte délégué, celui qui porte les standards, les fameux 12 standards, les ESRS, qui font notre quotidien, c'est près de 300 pages, juste pour vous donner à peu près l'ampleur du travail à effectuer. Ce qui est compliqué, c'est qu'il est sorti un peu tard. Il est sorti en juillet 2023, cet acte délégué. Or, il fallait commencer à réfléchir d'abord par rapport à ce qu'on voyait dans la CSRD, le texte lui-même, et ce qu'on entendait sur des projets de texte. Est-ce qu'on est prêt ? Et on l'a dit, les normes et les thèmes abordés par la CSRD sont très variés. Vous avez du climat. Chez NJ, on est plutôt prêt sur le climat, on connaît plein de choses. Vous avez de la nature avec la biodiversité, de l'eau, des polluants, des déchets, de l'économie circulaire. Vous avez la question du dialogue social, de la gestion de votre ressource humaine, celle de vos fournisseurs. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en train d'embrasser quelque chose de très large. Donc la première chose qu'on a faite, et je crois que toutes les entreprises globalement se sont lancées dans cet exercice, c'est ce qu'on appelle une gap analysis, une analyse d'écart. Qu'est-ce que je publie déjà aujourd'hui ? Quelle est la donnée que je collecte aujourd'hui ? Dont je sais qu'elle est fiable, elle est déjà pour certaines auditée. J'ai déjà des processus en cours dans l'entreprise. Et puis quels sont les sujets sur lesquels la CSRD m'attend ? Et je ne suis pas prêt. Et là, on a eu des premiers retours. Ça nous a pris 4 mois. On l'a fait en 2 temps, parce qu'on l'a fait avant que les textes définitifs soient sortis. Mais si on avait attendu la parution des textes définitifs, on n'était pas prêt. Donc ça aussi, c'est une particularité de l'ESG. On travaille souvent sur une matière qui est encore mouvante et qui ne va cesser de changer. Ça fait partie de la vie. C'est peut-être pas quelque chose auquel on est aussi habitué dans le domaine comptable, mais on n'avait pas le choix. Donc on a commencé à travailler, on s'est rendu compte, on le savait, mais ça permet d'objectiver, que certains sujets sur lesquels on pensait être très en avance, on était plutôt bon, mais on n'était jamais à 100%. Même sur les sujets climatiques ou en termes d'opérationnalisation, de publication, de granularité de données, je pense qu'on fait énormément. On a même eu des prix qui saluaient la qualité de notre empreinte carbone et de notre bilan carbone. Eh bien, on n'était pas à 100% de l'exigence. Et alors là, on s'est dit, ouh là là, le niveau d'exigence est quand même très élevé. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on a fait, c'est notre fameuse gap analysis, notre analyse d'écart. Ensuite, on a commencé à regarder vraiment les thèmes des ESRS, quand ils ont commencé à avoir des premiers projets, des premières sorties, des indications. Et puis, on s'est dit, ces ESRS, les grands thèmes, quels sont ceux qui renvoient à ce qu'on appelle des enjeux matériels pour le groupe, au sens de la double matérialité. Donc, qu'est-ce que c'est cette double matérialité ? Christelle l'a dit, c'est soit ce sujet, il est important financièrement pour le groupe, soit parce qu'il peut avoir un impact négatif, c'est un risque, soit il a un impact positif, c'est une opportunité. Ça, c'est le vocabulaire risque-opportunité pour la matérialité financière. Et puis, on regarde aussi en même temps une autre matérialité, celle d'impact, sur l'environnement, sur les individus, sur l'humain. Et là, on se dit, est-ce que j'ai un impact positif ou négatif ? Vous avez le I d'impact pour la matérialité d'impact, les risques, le R, pour la matérialité financière négative, le O pour la matérialité financière positive, c'est les fameux zéros. Et donc, on a dit, nous, on a identifié qu'on avait 17, quand on décline les 12 ESRS en enjeux matériels, des trucs très macro. On s'est dit, nous, on a 17 grands sujets qui nous parlent. Et à chaque fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, évidemment, on est remonté au niveau du comité exécutif, mais aussi au niveau du conseil d'administration. Et ça peut paraître une contrainte, mais c'est une vraie opportunité, parce que tout d'un coup, vous mobilisez le plus haut niveau de votre management et votre gouvernance sur ces sujets. Et quand on a commencé à franchir l'étape d'après, une fois qu'on avait nos enjeux matériels, on a dit granulairement, quels sont mes zéros ? Parce que les ESRS de la CSRD reposent beaucoup sur les fameux impacts, risques, opportunités, et comment vous les analysez et vous les quantifiez. Et c'est à partir de là que vous devez publier une donnée ou pas. Et là, on est rentré... Entre nous, certains le disent comme ça, nous sommes d'usine à gaz, où on s'est tous dit, alors ça, c'est important, c'est plus important que toi. Et puis, comme on a fait des groupes de travail, on a mobilisé une 50aine de collaborateurs dans toutes les activités du groupe, chacun était persuadé que son activité était évidemment super importante. C'est normal. Donc, il y a un moment, il faut prendre aussi la hauteur de vue et à l'échelle du groupe dire, non, mais ça, oui,
à l'échelle de telle entité, de telle business unit, c'est un enjeu majeur, mais à l'échelle du groupe, de sa géographie et de sa physionomie, c'est plutôt marginal. Et on a réussi à avoir une cartographie qu'on a présentée au comité exécutif. Et là, divine surprise. Le comité exécutif, on s'attendait honnêtement à une validation ou quelques points à revoir. Et là, le comité exécutif nous a dit désolé, mais c'est trop important. Chacun d'entre nous, on va prendre les IRO dont on a la responsabilité et on va re-rentrer dans le fichier Excel et on va tout relire avec les équipes. On veut s'approprier la démarche parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas juste un exercice de compliance. Ça va être un vrai exercice de transformation. Donc, donnez-nous les fichiers Excel et on y va. Alors ça, on ne s'y attendait pas du tout. Ça a été une énorme surprise. Et on a lancé ces chantiers. Et les membres du comité exécutif, dans leur rôle, ont vu des opportunités que nous n'avions pas vues. Ils ont vu des risques que nous n'avions pas vus. Ils ont requalifié du vocabulaire un peu d'expert. Il faut être honnête, on aime bien jargonner dans nos domaines, en disant ça, je suis désolée, cette phrase-là, je ne la comprends pas. En français, qu'est-ce que vous voulez dire? Puis on a travaillé, et là, on est ressorti avec une liste d'IRO consolidée qu'on a portée au niveau du conseil d'administration et qui est sur la base sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est dans la grosse phase, j'allais dire la dernière ligne droite, mais j'ai peur qu'elle soit très, très, très longue, la ligne droite. C'est une espèce de grosse phase d'accélération où il faut se mettre en état de publier cette déclaration de durabilité qui va remplacer la DPEF dans notre URD, dans notre document d'enregistrement universel en début d'année prochaine, sur les données 2024. Et comme on le disait, d'abord, il faut sortir plein de points de données. Donc nous, on n'est pas sur les 1178, mais on n'est pas non plus sur les 300 et quelques. Nous, on est à plus de 600 points de données qu'on considère comme matériels au niveau d'Engie. Donc c'est un énorme travail. Certains d'entre eux, on les a déjà, on ne part pas de rien. Et alors on s'est dit, sur la partie environnementale et chiffrée, sur de la quantification vraiment de polluants, de quantité d'eau, etc., on s'est dit, sur ces sujets-là, on ne va pas recréer une filière ESG à partir de rien avec des contrôleurs ESG. On va utiliser la filière financière. Et donc, on a fait évoluer notre filière de controlling, la vraie filière de contrôle de gestion, pour leur adjoindre cette compétence environnementale. Et on est en plein dans cette transformation cet été. On a commencé à tester les processus de reporting et de fonctionnement. Et puis, on va même faire un dry run dans les semaines qui viennent sur la base d'une 50aine d'indicateurs pour voir si ça fonctionne. Mais donc, on se mobilise en utilisant la ressource existante. Parce qu'il n'y aurait quand même rien de pire dans la question de combien ça coûte de recréer des structures sans s'appuyer sur l'organisation existante. Gardez en tête que quand on parle des data points, tout le monde imagine des chiffres. Il y a 70% des data points qui sont du narratif, de l'explication. Est-ce que vous avez une politique biodiversité, oui ou non? Et là, vous cochez le data point si vous avez décrit ça dans votre rapport de durabilité. Donc, en réalité, on est à la fois en train d'accélérer sur la partie reporting chiffré, et puis, on est aussi en train d'accélérer très, très fort sur l'autre composante, qui est le narratif. Donc, on est en train de relire et de réécrire nos politiques pour qu'elles soient plus en phase avec les attentes de la CSRD. On est en train également de concevoir les plans d'action, parce que la CSRD, elle a cette particularité. Et c'est un faux ami quand vous entendez le mot reporting. Vous pensez qu'elle regarde le passé. Quand on fait du reporting, c'est sur le passé. Mais la CSRD, elle vous demande de vous projeter. Elle vous dit c'est quoi votre stratégie et vos politiques, mais c'est quoi vos objectifs, c'est quoi les cibles que vous fixez à moyen et long terme, et c'est quoi les plans d'action et les moyens que vous mettez pour atteindre des métriques et des KPI que vous définissez. Donc, ce n'est pas du tout seulement du reporting sur une performance passée, c'est un engagement. Je pose une vision en tant qu'entreprise, je dis je veux aller là, à telle échéance, je le mesurerai comme ça, et voilà les moyens que je me donne. Donc, l'idée que ce soit juste du reporting chiffré sur ce qui s'est passé est une vision tronquée. Et donc, pour fixer un cap, le fait que le comité exécutif soit rentré dans les IRO, le fait qu'on soit en train de déployer tout ça, c'est extrêmement puissant parce que ça vous donne beaucoup d'alignement. Donc ça, c'était sur la partie opportunité. Et puis, je reviendrai sur la partie contrainte après. Merci. Tégouane Lebert, qui va nous donner son point de vue, du point de vue de l'acteur financier. Alors merci et bonjour à tous. Je pense que je vais devoir répondre que tout ça est très intéressant et très utile pour nous. Mais c'est le cas. Et très intéressant les interventions précédentes. Alors moi, je travaille chez Amundi. Je suis un des responsables du département ESG. Donc Christelle a reprécisé.
environnement social et gouvernance. Et chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment on intègre ces considérations dans nos processus d'investissement, comment on fait évoluer nos fonds. Et au-delà de ça, c'était aussi mentionné, jusqu'à assez récemment, j'étais le représentant de l'industrie de l'asset management européenne à l'EFRAG. Donc je fais partie des grands méchants qui ont pondu les 300 pages et voire beaucoup plus d'autres pages si vous prenez en compte un certain nombre d'autres documents. Ce qu'il faut bien voir et pourquoi je rementionne ça, c'est qu'autour de la table, il y a tout un tas de parties prenantes. Donc, je vais prendre la casquette investisseur. Vous avez évidemment beaucoup d'autres utilisateurs de tout ce qui va être publié par les entreprises. L'angle investisseur en est un, mais vous avez évidemment les ONG, les académiques et tout un tas d'autres parties prenantes. Amundi, c'est un gérant d'actifs. Donc, globalement, on gère l'argent des autres, que ce soit vous et moi en particulier, mais aussi des institutions, des banques, des entreprises, des corporates. On pèse à peu près 2150 milliards. Pour donner un ordre de grandeur, ça nous fait, nous, le premier acteur européen et dans le top 10 mondial, qui est largement dominé par les acteurs américains. La spécificité qu'on a, c'est qu'on est par contre probablement le premier acteur au niveau mondial quand on comptabilise les encours qui ont une typologie ESG. Donc là, c'est à peu près la moitié des encours chez nous. Vous voyez, à peu près 1000 milliards. Et comme ça a aussi été dit précédemment, le reporting ESG, les données ESG, ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on les incorpore. Par contre, c'est vrai qu'on est très gourmand sur ce genre de choses et on est très content de voir qu'on va en avoir beaucoup plus à disposition, d'une part, la quantité, et d'autre part, la standardisation. C'est assez compliqué aujourd'hui, on mélange beaucoup de choux et de carottes et même une entreprise du jour au lendemain va changer la manière de faire. Et l'auditabilité. Ça va nous renforcer sur, je dirais, la confiance qu'on peut porter à ces données. Et je vais essayer de vous montrer en quoi ces données, aujourd'hui, pour nous, sont, je dirais, au même niveau que les datas financières dans tout un tas de produits, en tout cas. Ce qui est vrai, c'est qu'on est des gros consommateurs de données ESG. On a des budgets dédiés pour acheter des datas. Alors, on collecte un peu de data en direct. On a notamment de l'engagement avec les entreprises. Engie en fait partie. Mais on achète surtout des datas à des fournisseurs. Ces fournisseurs eux-mêmes collectant les informations à droite à gauche. On le fait pour deux raisons principales. La première, c'est évidemment pour mieux connaître les entreprises, où elles étaient, où elles vont aller, parce qu'effectivement, ce côté prospectif est, nous, clairement, ce qui nous intéresse le plus, par rapport à ce qui a déjà été réalisé, mais aussi pour répondre à des obligations réglementaires qui nous incombent depuis, en réalité, avant les entreprises, je dirais, hors finance. Il se trouve que la finance durable est un des gros axes sur lesquels l'Europe veut avancer. Et il y a des choses qui ont été mises en place progressivement au cours des années précédentes, sous différentes appellations de réglementation, notamment tout ce qui s'appelle SFDR. Et au sein de SFDR, qu'est-ce que ça dit? Je vous simplifie un peu l'équation, c'est qu'on doit publier un certain nombre d'indicateurs. Parmi ces indicateurs, il y a des petits indicateurs qu'on appelle les PAI, pour Principal Adverse Impacts, qui sont simplement une liste d'indicateurs sur lesquels, soit au niveau de nos fonds, soit au niveau agrégé de la société de gestion, nous devons reporter. Alors, il y a notamment 14 indicateurs qui ont été définis précisément, sur lesquels on doit tous reporter, qui couvrent des sujets environnementaux et sociaux, comme l'intensité carbone des entreprises et donc des fonds, des entreprises dans lesquelles on investit. Donc, à travers ces entreprises de nos fonds, qui couvrent l'exposition aux combustibles fossiles, qui couvrent les déchets dans l'eau, par exemple d'un point de vue environnemental. D'un point de vue social, ça peut être des choses comme le pourcentage de femmes au conseil d'administration ou les écarts salariales hommes-femmes. Il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels nous avons obligation de reporter. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Et là où c'est important, c'est que ce n'est pas simplement du reporting. Ça pourrait être une corvée, pour reprendre le terme à laquelle on s'astreint une fois par an sur nos entités et sur nos fonds. La réalité, c'est que ces obligations de reporting ont été accompagnées par quelque chose qui est très business, côté investisseur financier. C'est une modification de la directive qui s'appelle MiFID, qui encadre les marchés financiers. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Elle dit entre autres, elle définit entre autres ce que le conseiller financier va avoir comme discussion avec vous quand vous vous rendez dans une agence pour investir de l'argent. Jusqu'à août 2022, on vous parlait principalement de votre appétence au risque.
On vous demande par exemple, est-ce que vous aimez sauter en parachute? Ou est-ce que quand les marchés baissent, est-ce que vous vendez tout, vous réinvestissez, etc. L'idée, c'est de pouvoir typer votre appétence au risque pour vous proposer des produits financiers qui correspondent. Depuis août 2022, en plus de toutes ces questions, on doit, au niveau des agences bancaires, encadrer, définir les préférences ESG d'un investisseur, pour proposer des produits qui, en plus de répondre à vos attentes de risque notamment, vont correspondre à vos attentes ESG. Et là, la manière dont cette discussion doit avoir lieu avec votre conseiller financier a elle-même été encadrée. Elle se repose sur 3 piliers. Les PAI, dont je vous parlais précédemment. Donc, à vous de répondre à votre conseiller financier que vous préférez un fonds qui prend en compte spécifiquement, qui a un bon profil sur la gestion, les écarts de gestion salaire homme-femme, ou au contraire l'intensité carbone ou je ne sais quoi. Deuxième axe, taxonomie. Donc, taxonomie, l'Europe a défini quelles sont les activités qui sont vertes d'un point de vue des entreprises, avec tout un tas de règles très compliquées. Je pense que le document est beaucoup plus lourd que les 300 pages, pour savoir si vous voulez investir dans des entreprises qui sont avancées sur ce sujet. Troisième axe, un concept qui s'appelle les investissements durables, qui est laissé à interprétation de chaque gérant d'actifs pour définir qu'est-ce qui est un investissement durable. Est-ce qu'un émetteur X, Y, Z est durable ou n'est pas durable, selon sa propre approche. Et ces 3 choses sont les 3 axes pour définir vos préférences ESG. Vous avez cette discussion avec votre interlocuteur. À la fin, il vous propose des fonds. Selon ce que vous avez raconté, il vous propose ou pas certains fonds. Et donc, c'est là où c'est, pour reboucler avec notre histoire, et pourquoi nous, c'est important et c'est clé d'un point de vue business, et c'est effectivement des sujets qui se discutent au plus haut niveau chez nous, c'est que si on n'a pas les informations qui sont publiées par les entreprises, à la fois sur ces PAI, mais plus globalement les différentes informations ESG, on ne peut pas qualifier correctement nos fonds, on ne peut pas même qualifier certains fonds. Et donc, on ne peut pas mettre à disposition des fonds qui peuvent après être achetés par des particuliers dans ce que je vous ai mentionné, mais la discussion pourrait être un peu la même sur les investisseurs institutionnels. Ce qui est intéressant juste chez nous, et peut-être ça sera un élément pour après nos échanges, c'est qu'Amundi a la spécificité, je pense qu'on est deux acteurs en Europe dans ce cas, à être un investisseur, donc un consommateur, 2, nous sommes cotés. Donc nous jouons au même jeu interne de définir nos IRO, etc. On remontait de l'information au top management, etc., mettre des choses en place. Je pense quand même que nous sommes peut-être un peu moins avancés que ce que j'ai entendu, mais le challenge est là. Effectivement, je prends plus la casquette utilisateur à ce stade. C'est extrêmement important pour ces aspects réglementaires, business. Puis pour reprendre l'exemple qui pouvait être donné sur la partie plus climatique, aujourd'hui on a des fonds qui sont un peu plus profilés sur des aspects climat, des fonds net zéro, des fonds low carbone, des choses comme ça. C'est quand même un phénomène qui s'étend, qui va toucher progressivement la quasi-totalité de nos fonds. On ne prend plus de décisions d'investissement sans s'être posé la question de est-ce que l'entreprise gère de manière pertinente les aspects climatiques. Et effectivement, dans pertinent, on peut y mettre combien ça va lui coûter, quels sont les risques, quelle réglementation va se mettre en place, quelles éventuellement poursuites pénales sont engagées et tout ce que vous voulez imaginer. Et donc évidemment, de plus en plus, si on n'a pas ces informations, on n'investit pas. Et ça, je pense que c'est important à avoir en tête quand on parle d'opportunité sous l'angle corporate. Il n'y a pas juste l'opportunité de faire plus de business ou de gagner des parts de marché, etc. Il y a aussi une opportunité dans le sens de ne pas prendre un risque. Vous limitez, a priori, si les informations en tout cas qui sont publiées sont de nature à être, je dirais, dans les normes de ce qui est attendu, vous limitez le risque de ne pas être investi, en tout cas en ce qui nous concerne. Évidemment, là, vous avez beaucoup d'hétérogénéité au sein des investisseurs. Les investisseurs européens ne sont pas les mêmes que les investisseurs asiatiques ou américains, donc vous avez des discussions qui peuvent être autres avec d'autres investisseurs, et je ne veux pas généraliser. Mais dans notre cas, absence de données, absence d'informations, non-inclusion dans tout un tas de fonds et progressivement de plus en plus de fonds. Voilà. Et dernier petit point peut-être que je voulais mentionner, l'extraterritorialité, c'est évidemment un enjeu important. Hein. On investit dans des entreprises à travers le monde entier. Très content d'avoir de la data sur les boîtes européennes, très content d'avoir de la data sur les entreprises, un certain nombre d'entreprises américaines et autres qui auront une activité européenne forte. Évidemment, nous, ce qu'on vise, c'est avoir de l'information sur l'ensemble des entreprises.
Donc des équivalents SRS existent de plus en plus dans le monde, qui sont interopérables, et idéalement que ce soit les mêmes. Parce que je sais que l'interopérabilité, c'est mieux pour une entreprise, parce que ça évite de publier 2 fois la même chose. Moi, je préfère un cran plus loin, c'est quand l'indicateur est le même. Que mon intensité carbone n'a pas été calculée de 17 manières différentes sur toutes les entreprises dans mon portefeuille. Parce que moi, je publie au niveau portefeuille. Et donc forcément, l'exercice de retraitement, de retransformer une intensité carbone en prenant d'autres hypothèses, nous, on n'a pas les moyens de notre côté de tout recalculer. C'est des calculs compliqués au sein des corporates sur base de tous vos assets. Donc voilà, juste pour mentionner que grosses avancées, gros efforts, et on est extrêmement supportif de ce qui est fait au niveau européen et on ambitionne que ça soit étendu plus largement. Merci. Il y a un sujet qui m'a interpellé, c'est la divine surprise du COMEX. Dans une entreprise, ce qui ne se mesure pas peine à exister. Et donc, le fait de produire des chiffres, des narrations et des projections peut engendrer une révolution importante, puisqu'on mesure des choses, on objective des choses qu'on ne savait pas bien décrire. Et ce que je voudrais savoir, c'est quel document vous avez donné au COMEX, parce qu'un COMEX, normalement, ça se réunit avec un papier d'une page ou 2 ou 3, et vous aviez un ensemble de données d'un niveau de désagrégation absolument incroyable. Ils se sont ensuite précipités sur des Excel, donc vous avez peut-être des fichiers Excel, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que vous avez donné au COMEX, si ce n'est pas trop discret, pour qu'il réagisse de cette manière. C'est tout un art, hein. C'est l'art du teasing. D'abord, comme je le disais, on n'est pas arrivé du jour au lendemain avec les zéros. On a préparé le terrain parce qu'en fait, très vite, le COMEX, il y a un truc qui est génial, c'est les boîtes mail. Tous, là, j'imagine, vous recevez des mails au quotidien. Moi, je reçois à peu près 70 mails jour de boîtes de consultants qui me proposent de m'aider à mettre en œuvre les ESRS. Et bien, les membres du COMEX aussi. Et depuis un moment. Et donc, au bout d'un moment, à force de recevoir ça, ils ont commencé à se dire, il se passe quand même quelque chose. Et ça tombe bien parce que l'équipe ESG nous a dit qu'il y avait une petite révolution qui était arrivée. Ils nous ont dit que c'était un peu l'équivalent des normes IFRS en matière extra-financière, que tout ça est en train de se restructurer. On a entendu, mais en fait, il semble qu'il y ait vraiment tout un business en train de se créer autour de ça. Ça devient vraiment, ça se concrétise et ça devient imminent. Donc, en fait, il y a eu une forme de prise de conscience. Et puis, les dirigeants d'une entreprise, ils discutent avec leurs pairs dans d'autres entreprises. Ah, ils t'ont montré, toi, leur analyse de double matérialité? Non, pas encore. Mais dis donc, ça a l'air d'être une sacrée usine à gaz, etc. Et puis, donc d'abord, vous créez, en fait, une forme de tension et d'attente. Et puis, il y a un moment où, en effet, quand vous envoyez votre petit mémo, normalement, qui fait 2 pages, ben, vous envoyez le mémo de 2 pages. Et puis, dans le mémo de 2 pages, vous expliquez clairement qui a une profondeur de champ dans laquelle on doit aller. Mais dès le début, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que d'abord, on ne partait pas de rien hein, déjà. Donc, on avait déjà beaucoup de reporting sur le plan environnemental notamment. Donc, on n'était pas complètement démunis. Mais ils sentaient bien qu'il y avait un saut quantitatif et qualitatif à effectuer. Et ce qui nous a beaucoup aidé quand même, c'est que tout d'un coup, quand on a commencé à appréhender le sujet de rentrer dans la tôle, 2 ou 3 personnes ont dit, et je pense que c'est le risque, le point de vigilance majeur sur la CSRD, il y en a beaucoup qui ont dit, mais attendez, c'est tellement vaste qu'il y a 2 options. Soit on essaye de faire le bon élève, on coche toutes les cases, tous les ESRS, on va répondre à tout, et en fait, on ne rentrera jamais dans la profondeur. Soit on décide de vraiment consacrer du temps à se poser la question de est-ce que c'est vraiment matériel? Et sur les sujets matériels, vraiment matériels, on va mettre le paquet. Nous, en tant que top manager, parce qu'on a compris que c'était des sujets critiques pour la durabilité de l'entreprise, pour sa résilience, pour son modèle de valeur, pour l'attractivité des salariés, pour convaincre de l'acceptabilité locale d'un projet. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Et donc, à partir du moment où le comité exécutif a dit « parce que je ne veux pas tout couvrir, je veux choisir en toute conscience les vrais sujets matériels », et j'ai bien compris dans votre mémo que je ne peux pas rester à la strate des ESRS, parce que pour nous, tous les ESRS sont matériels. Hein. Il n'y en a pas un où on peut dire on n'est pas concerné par nos salariés, par nos fournisseurs, par la nature. Ce n'est pas possible. Donc il y a un moment où très vite, ils se sont rendus compte d'eux-mêmes que la construction de la CSRD obligeait de rentrer dans la tôle. Mais ça n'a de sens que si vous avez franchi le saut intellectuel de dire je ne couvrirai pas tout. Je ne veux pas cocher toutes les cases. Ce n'est pas un exercice de compliance et de bon élève.
chez Engie, par exemple, très vite, on avait une blague entre nous. La santé animale, c'est pas un sujet matériel pour Engie. On fabrique pas de manteaux de fourrure, par exemple. Bon, ben voilà. Il y a d'autres pour lesquels ça va être un vrai sujet. Bon, et donc, quand on regarde les ESRS, il y a des choses qui vous sautent aux yeux et vous vous dites, bah oui, ça, c'est pas adapté à nous. Il se trouve qu'en mis à part quelques cas, il y avait quand même beaucoup des sujets adressés dans la norme, et force est de constater qu'elle est bien faite, qui nous concernent et dont on ne pouvait pas considérer qu'ils étaient complètement en dehors de notre champ de responsabilité. Est-ce que ça allait jusqu'à un seuil de matérialité ? Eh bien, il fallait que les membres du COMEX le décident avec nous et pas tout seul. Et ça, je pense que ça a vraiment contribué à un saut dans la mobilisation et l'alignement de l'entreprise. Dans d'autres travaux de l'École de Paris, on voit en ce moment que la tech ou le numérique, ça devient un enjeu important. Et un des indicateurs, c'est que les COMEX commencent à s'en saisir, alors qu'avant, ils déléguaient toujours à l'extérieur. Là, c'est un peu pareil. Si les COMEX se saisissent de ces questions-là, alors ça va leur donner de l'importance. Il y a une question qui me vient. Comment on audite tout ça ? C'est-à-dire que Christelle Richard a donné des ordres de grandeur de budget qui me semblent un peu faibles. Comment est-ce qu'on audite des narrations, des narratifs et des projections, par exemple? Comment est-ce que vous n'avez pas encore l'expérience, mais auditer des chiffres passés, c'est déjà un exemple, mais des projections ou des narratifs? Alors d'abord, les chiffres que j'ai communiqués sont ceux de l'EFRAG et ne sont pas issus d'une étude de ma part. Ensuite, les déclarations actuelles en France sont déjà auditées. La DPEF est déjà auditée. Ce qui se passe, c'est que la directive européenne précédente, la NFRD, n'imposait pas l'obligation d'un contrôle des informations publiées. Et seuls 3 pays, du coup là j'ai le troisième qui m'échappe, mais enfin c'est l'Italie, la France et le troisième va me revenir, avaient imposé ce contrôle-là. Donc c'est-à-dire que par exemple en Allemagne, à l'heure actuelle, ils publient des informations de durabilité qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas auditées. Alors, évidemment, comment auditer ces informations-là ? C'est là où j'ai fait la distinction entre assurance... Je pense surtout les projections. J'ai vu des exemples Oui. sur des webinaires de Deloitte où on dit on peut anticiper dans les 10 ans à venir telle évolution d'un paramètre. Comment est-ce qu'on fait pour valider ? Anticiper un paramètre sur 10 ans, honnêtement, là, ça demande des discussions et je dirais un compromis, un dialogue avec l'entreprise en tant qu'auditeur. Hein. Il n'y a pas de vérification objective et certaine d'hypothèses qui vont au-delà de 5 ans, hein, très clairement. Alors après, si vous voulez, la question qui va se poser sur les rapports de durabilité, c'est que dans un premier temps, on va travailler en assurance limitée et non pas en assurance raisonnable. Donc l'assurance raisonnable, si vous voulez, c'est l'audit tel que vous le connaissez, hein, c'est-à-dire qu'on va voir si les informations communiquées sont matériellement correctes, avec un niveau de confiance élevé. L'assurance limitée, elle, et c'est celle qui va s'appliquer ces prochaines années, en fait, l'auditeur, le fournisseur d'assurance, va déclarer qu'il n'a connaissance d'aucun élément indiquant que l'information est matériellement erronée. Donc l'assurance raisonnable, vous allez vérifier tout de manière systématique selon les méthodes d'audit que vous connaissez. L'assurance raisonnable, vous allez voir là où il y a un warning, là où ça passe au rouge. Oui. Mais c'est après les mêmes types de processus et de méthodes d'audit qui sont mises en œuvre. Je souhaiterais rajouter un point, c'est que très probablement, mais à voir aussi dès 2025, la grande majorité des rapports d'assurance qui vont sortir en 2025-2026 sortiront avec une conclusion qu'on appelle modifiée. Donc là, lorsqu'on parle d'assurance raisonnable, on parle d'opinion, et lorsqu'on parle d'assurance limitée, on parle d'une simple conclusion. Et il est probable que la conclusion porte quelques réserves, et c'est normal, parce que, comme l'a très bien expliqué Julia, la matière est vivante, elle est en train de se former, et donc on n'aura pas toutes les garanties dès les premières années. Peut-être pour rebondir sur cette question, Michel, si je prends par exemple notre modélisation climatique, on a publié dans différents documents ce que sont nos prévisions de trajectoire climatique. Si demain vous êtes un auditeur et vous devez auditer cela, je pense que la première chose à laquelle
je le pressens, je ne suis pas auditeur moi-même, mais je pense que la première question que vous allez poser, c'est sur quelle base méthodologique vous avez fondu vos prévisions. Et il faut que ce soit des bases méthodologiques qui sont quand même assez incontestables. Nous, on utilise des scénarios de consommation d'énergie prévus par l'Agence internationale de l'énergie, des scénarios de réchauffement climatique prévus par le GIEC. On va utiliser des bases de données qui sont internationales sur les facteurs d'émission. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'au-delà du chiffre en lui-même, c'est surtout aussi l'exercice de transparence à laquelle on est invité, sur la méthodologie avec laquelle on construit ces projections. Je pense que, et je rejoins complètement ce qui a été dit par Thégouen, je crois qu'une grande partie de la dimension vertueuse de cette CSRD, c'est de pousser les uns et les autres à publier des informations selon des standards qui doivent de plus en plus converger pour permettre la comparabilité. Et ça peut tout changer. Et Thégouen disait, nous, on veut aller plus loin que l'interopérabilité entre les normes, on voudrait que ce soit le même indicateur partout. Ah ben nous aussi, hein. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai des géographies, la CSRD, nous, ça va concerner le monde entier pour Engie. On est consolidé en Europe, hein, donc nos amis à Singapour, au Brésil, au Chili, au Mexique ou aux Émirats, ils doivent reporter selon les normes de la CSRD et on va consolider la donnée. Pas facile comme exercice. Hein. Eh bien, plus on arrivera à avoir des référentiels uniques, plus ce sera lisible. Et plus, honnêtement, on aura atteint l'objectif qu'on se fixe. Il y a un moment où le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer qu'on donne la possibilité aux entreprises de publier une donnée de qualité. Et je vais juste rebondir sur un point qui, moi, m'inquiète beaucoup, qui est le fait que la CSRD, quand on la lit, elle vous dit, sur un certain nombre de données, vous pouvez ne pas être prêt. Parce qu'il faut être honnête, hein, sur certains KPI, sur certains, on n'a pas les métriques, on n'a pas encore les éléments pour collecter telle ou telle donnée environnementale sur un site ou une donnée sociale spécifique. Il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille pour le faire, mais à si brève échéance, ce n'est pas possible de le faire d'une manière fiable. Et bien, pendant longtemps, on nous disait, ce qui compte, c'est que vous soyez transparent et que vous disiez ce point de données, je ne suis pas en mesure, moi, Engie, de vous le donner sur l'année 2024 quand je publie mes résultats 2025, mais je m'engage dans les 2 ans qui viennent à vous le publier. Ça, c'est un exercice de transparence, obligation de dire et pas forcément de faire tout de suite. Il y a un petit dérapage ces derniers temps où on nous dit non, alors ces points de données-là, ce serait bien que vous fassiez des estimations et que vous communiquiez la méthode d'estimation. Et là, je pense qu'on va trop loin. Parce qu'on n'a pas le temps, dans le temps imparti. Qui vous demande ça? On a vu ça fleurir dans les foires aux questions, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, par exemple, à l'EFRAG, en leur disant comment j'applique telle ou telle réglementation. Et donc, il y a une volonté, finalement, de faire au mieux. Donc, on dit, essayez d'estimer, mettez en ligne votre méthodologie. Mais vous savez, quand vous êtes une entreprise cotée et que vous avez donné publiquement un indicateur, il faut quand même qu'il soit robuste, sinon on va passer les années qui suivent à expliquer les deltas entre des indicateurs qui étaient estimatifs et faits un peu rapidement. Il vaut mieux accepter le principe que sur certains KPI, ce ne sera pas la majorité évidemment, on ne soit pas prêt et quelque part, ça donne encore plus d'obligations à l'entreprise de se rendre prêt que de reconnaître publiquement qu'il y a un trou dans la raquette sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là. Donc je pense que là, il y a une petite dérive. À force de vouloir bien faire, on peut, à mon avis, casser la machine qui est pourtant très vertueuse. Et qu'est-ce que les financiers font des trous dans la raquette? Est-ce qu'ils font confiance? Parce qu'il y a toujours le soupçon de greenwashing, peut-être pas. Ça dépend ce qu'on nous autorise à faire sur le sujet. Je vais essayer de l'illustrer. Après, effectivement, nous, on aimerait qu'il y ait tout et un degré d'auditabilité le plus élevé possible. Ça dépend. Taxonomie, qui a été un gros sujet. On avait, nous, des obligations de reporting avant que les entreprises, là aussi, publient des informations. C'est une usine à gaz. Je pense qu'on peut collectivement remonter à la commission, etc., sur leur manière de faire. Le problème, c'est qu'ils n'apprennent pas nécessairement de leurs erreurs et ils continuent à les enchaîner. Donc, on n'avait pas les informations des entreprises, mais il se trouve que cette information de pourcentage, en tout cas sur la partie chiffre d'affaires, parce que Taxonomie nous demande, du moins demande aussi d'avoir des informations sur les parties CAPEX et OPEX. Sur la partie chiffre d'affaires, ça fait longtemps que les fournisseurs de données ESG fournissaient de l'information sur quel pourcentage du chiffre d'affaires d'une entreprise était estimé vert, avec des interprétations parfois différentes et qui ne collaient pas 100% à taxonomie. Mais donc, ils avaient une base. Donc, les fournisseurs de données ESG ont réussi à affiner les choses et à publier des estimations de leur côté qui nous paraissaient assez robustes.
On a commencé à les utiliser, etc. Nous, on a simplement eu notre régulateur, donc l'AMF, qui est venu taper à la porte en disant vous n'aurez pas le droit d'utiliser ces informations-là. Attendez que les entreprises publient et vous utiliserez des informations directement publiées. Donc en attendant, merci de ne rien communiquer, rien utiliser, etc. Bon, entre-temps, on avait tous acheté les datas qui allaient bien auprès des fournisseurs, donc ils ont gagné un petit peu d'argent. Autre exemple, sur les PAI que je mentionnais tout à l'heure. Moi, les FRAG, j'ai eu de très longs débats avec un certain nombre de participants, parce que les PAI que je mentionnais tout à l'heure, l'industrie financière voulait les rendre obligatoires pour les corporates, quelle que soit l'appréciation de matérialité de la part de l'entreprise. Parce que nous, c'est obligatoire qu'on donne cette information, qu'on utilise. Il était obligatoire qu'on utilise cette information ligne à ligne dans nos portefeuilles, donc pour toutes les entreprises. Donc évidemment, si pour nous c'était obligatoire, on demandait que ça soit obligatoire pour les entreprises de les publier. On est finalement tombé sur un principe de matérialité qui fait que les entreprises n'ont pas cette obligation et pourront dire pour nous c'est pas matériel, et que finalement du côté investisseur on aura le droit de ne pas le prendre en compte si l'entreprise a dit que ce n'est pas matériel. Donc voilà, ça dépend un petit peu des fois. Et puis pour rebondir sur un exemple géographique, mais ça existe sur des biais de tailles et autres, on a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne nous donnent pas des informations. On ne les exclut pas toujours selon les cas. Parfois on est en capacité de les estimer. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, aujourd'hui, sur un des fournisseurs qu'on utilise sur les données d'intensité carbone, l'ordre de grandeur, c'est 25-30% des datas qui sont directement récupérées et le delta, qui sont des données estimées par le fournisseur, et on les utilise. Et c'est une data extrêmement importante dans les choix d'investissement qu'on fait. J'ai une question vraiment vulgaire. Combien ça coûte tout ça ? Ça dépend comment vous le comptez. Je pense que c'est un peu tôt pour dire. Vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent sur le sujet Moi, déjà, il y a toute mon équipe. Donc, on est une vingtaine de personnes en corporate. On est en train de mobiliser toute la filière du contrôle de gestion de l'entreprise dans tous les pays. Et on est également en train de mobiliser tous nos interlocuteurs ESG dans chacune des Global Business Units du groupe. Donc, on a mobilisé plus d'une 50aine de personnes pour l'analyse de double matérialité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à une centaine de personnes qui sont complètement mobilisées là-dessus. Et puis, si vous rajoutez les consultants, je crois que la dernière fois, là, sur l'audit qui est fait sur notre double maternalité, ils sont venus à quasiment 30, donc c'est pas mal quand même. Donc, quand on va faire le calcul de la prestation, l'adaptation des outils informatiques, l'évolution des publications, évidemment, parce qu'il faut se tenir au courant, tous les ETP que vous mettez bout à bout, je pense que la facture va être plus élevée que les estimations qui ont été faites par certains. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder le sujet de manière statique, en réalité. La question, c'est est-ce que ça va vraiment créer de la valeur ? Et c'est ça le pari qu'il faut faire. C'est de se dire que finalement, quand vous mettez dans votre stratégie votre vision climatique, que vous incluez l'adaptation au changement climatique, donc que vous anticipez que le réchauffement climatique il pose des dangers pour tel ou tel de vos actifs, que vous avez des risques de rupture de revenus. S'il y a un stress hydrique à un endroit où vous avez un barrage, ça a forcément une conséquence. S'il y a des vents violents là où vous mettez vos panneaux solaires, aussi. Et si chaque entreprise commence à faire ça, on arrive à finalement une approche beaucoup plus globale du risque et de la performance qui doit permettre de faire émerger un nouveau modèle d'entreprise beaucoup plus holistique et peut-être moins soumis à certains aléas. C'est un pari. Certains, vous avez entendu le climat un peu vous parliez de la sustainability reporting fatigue, on perçoit ça, on a perçu le début d'un backlash sur les sujets ESG, pas seulement aux États-Unis, un petit sentiment anti-Green Deal aussi en Europe, en corrélant le décrochage financier européen et les exigences de durabilité. On a entendu ça. Certains, il y a les études économiques qui vous montrent qu'il y a 15 ans, on avait le même PIB qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, la zone euro, c'est 57% du PIB américain. Donc, il y a un vrai décrochage. Est-ce que c'est lié à ça ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui sont en train de quitter le territoire européen pour s'installer dans des endroits où il y a moins de contraintes ? Est-ce que ça va engendrer une désindustrialisation ? Ou au contraire, est-ce que le pari de l'extraterritorialité, est-ce que l'évolution normative qu'on voit dans le monde entier, que ce soit avec les normes IFRS qui évoluent, que ce soit également en Asie, etc., est en train de dessiner un nouveau fonctionnement du monde de l'entreprise? C'est difficile à dire,
mais je pense que ce serait un peu criminel de ne pas s'engager dans cette vision qui est quand même beaucoup plus désirable que de se dire ça n'est qu'un exercice de compliance, on va dépenser des ETP et de la machine sans que ça change rien dans la manière dont on travaille. Mais en même temps, il y a une telle exigence de granularité et de niveau d'exigence que c'est dans les moyens des très grandes entreprises, mais les plus petites, elles risquent d'avoir vraiment du mal. Là, il peut y avoir un problème. Moi, je partage complètement. C'est aussi un sujet qu'on a eu même avant la CSRD. On avait mis, on s'était fixé des objectifs, par exemple, de certification climatique pour certains de nos fournisseurs, et qui étaient rédigés de manière un peu prescriptive et qui disaient même il faut être certifié par tel organisme. Et pour avoir vécu ces certifications en étant un grand groupe, je peux vous assurer que c'est extrêmement consommateur de temps et d'énergie. Donc imposer ça à vos fournisseurs, c'est peut-être risquer de pénaliser les plus petits et favoriser les plus gros, les plus robustes. C'est pas tout à fait la logique qu'on a. C'est pas l'idée qu'on se fait de la responsabilité aussi sociale et économique d'une entreprise. Donc l'enjeu pour les grands groupes aussi, ça va sans doute d'être à l'écoute et d'accompagner nos fournisseurs préférentiels pour leur monter en puissance. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que d'où l'idée de la chaîne de valeur, finalement, c'est on engage tout, finalement, le secteur économique. Mais je pense que les entreprises qui avaient déjà un historique de durabilité, déjà des processus robustes, certes, la marche est haute, mais quand même, on est assez mature. On a aussi la responsabilité d'aider et d'accompagner dans nos processus les moins préparés à cette évolution qui, de toute façon, est assez inéluctable. J'ai une dernière question avant de passer la parole à la salle. Il y a des choses qu'on sait bien mesurer, les émissions CO2, par exemple. Certaines qu'on sait bien narrer, et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Comment on va faire pour trouver l'équilibre? Enfin, bon, les émissions CO2, alors tout le monde en parle, donc c'est assez important. Mais la biodiversité, par exemple, est-ce que c'est pas un long chemin pour arriver à trouver des bons paramètres, des bonnes narrations, des bons critères? En fait, on a des métriques, et pendant très longtemps, honnêtement, on a beaucoup entendu « oui, mais la biodiversité, ça prend plus de temps parce qu'il n'y a pas de métrique ». Bon, maintenant, on ne peut plus dire ça. Il y a une métrique qui s'appelle le MSA par kilomètre carré. C'est le Mean Species Abundance sur une surface donnée. Donc, c'est en fait votre abondance d'espèces sur un territoire donné. Donc, on peut être d'accord ou pas avec la métrique, mais elle existe. Donc, alors la difficulté, c'est ça. C'est que faire une empreinte biodiversité pour une entreprise, c'est mettre à disposition et mobiliser un collectif considérable. Ça demande beaucoup de ressources. Pourquoi? Parce que le CO2, c'est facile, le climat. Parce que finalement, ça se décide de manière globale. Vous faites votre trajectoire, vous avez vos niveaux d'émissions, vous voyez votre production. Ça va partout, oui. C'est facile. Quand vous parlez biodiversité, c'est à l'échelle territoriale que ça va se regarder. La biodiversité, ce n'est pas la même au Brésil, en Belgique et en Arabie Saoudite, évidemment. Et donc, il va falloir faire monter en puissance des équipes de terrain dans toutes les géographies des entreprises pour adresser ce sujet d'une empreinte nature. Donc, ce n'est pas parce qu'il existe une métrique qu'elle est facile à déployer et à mettre en œuvre. Mais en tout cas, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de métrique. Mais ça va prendre du temps quand même pour que chacun arrive à s'approprier ces sujets. Il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on va tous chercher les mêmes ressources et les mêmes compétences en même temps. Les entreprises, on a besoin de gens très compétents sur ces sujets-là en ce moment, mais les auditeurs aussi, les investisseurs aussi, les ONG aussi, les médias aussi. Et donc, en fait, il y a une tension sur la ressource et sur les talents qu'il ne faut absolument pas négliger dans cette équation de faisabilité et aussi dans celle du coût. Parce que je fais le pari que cette compétence-là va s'accroître en termes de dynamique de marché.